Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le 26 décembre 2020 dernier a été une grande date pour plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne. C'est une date très importante, une date qui marque la fin formelle de l'influence de la France sur l'Afrique. En fait, c'est le 26 décembre 1945 qu'entre en vigueur le franc CFA, au travers duquel la France faisait du chantage aux chefs d'État africains. C'est à travers ces accords coloniaux que la France avait la main mise sur les économies, puis les richesses du sol et du sous-sol d'un grand nombre de pays africains. Avec la fin de ces accords coloniaux, la France perd systématiquement toute son influence sur l'Afrique. Mais comment bien comprendre cette perte d'influence? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau. Suivons. Messieurs, vassalisation des chefs d'État africains quand la fin des humiliations de Paris, dans cet élément que nous allons vous proposer, mesdames, messieurs, et vous également qui êtes sur ce plateau, vous allez vous rendre compte que voilà un chef d'État, la personne de Idriss Déby Itno, qui nous fait comprendre qu'il arrive au pouvoir en 2002, et son vœu le plus cher à 38 ans lorsqu'il arrive au pouvoir, est de quitter le pouvoir en 2006. Mais malheureusement, ou alors, on va le dire comme ça, la France va lui dire non, on a besoin que tu restes et que tu demeures justement à la tête de l'État. Et ils vont même faire venir un constitutionnaliste pour que c'est justement la France qui change, il faut le dire comme ça, eh bien, la Constitution. Regardons cet élément, messieurs, ensemble, avant de revenir. Messieurs, vous avez suivi là Idriss Déby Itno, son excellence Idriss Déby Itno, président du Tchad. Et il nous fait comprendre justement dans cet élément que vous avez tout de même, hein, vous avez suivi d'ailleurs, ça vous a choqué peut-être un peu. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 38 ans, il déclare haut et fort, je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux. J'ai eu ma jeunesse dans la guerre, j'aurais souhaité m'arrêter en 2002 lorsque je suis arrivé au pouvoir, mais malheureusement la France intervient et la France intervient souvent. La France a intervenu et a changé la Constitution et c'est à Paris. Bongo Père n'est pas là pour le démontrer, mais c'est à Paris, justement, qu'on m'a demandé de me représenter. Et d'ailleurs, on m'a envoyé un constitutionnaliste qui est venu changer la Constitution. Il connaît même plus le nom. Il connaît même plus le nom de ce constitutionnaliste. À la fin, il nous dit clairement, haut et fort, eh bien, messieurs, que ce sont eux qui ont changé la Constitution. C'est ceux qui ont changé la Constitution qui le critiquent encore aujourd'hui, alors que c'est eux qui ont changé la Constitution. Messieurs, cela me rappelle également, pour étayer justement mes propos, qu'il y a encore quelques jours, nous parlions justement de la Côte d'Ivoire, de la Constitution ivoirienne, ce sont les constitutionnalistes français qui sont venus justement défendre la Constitution ivoirienne. Allez savoir ce qui se passe justement. Président Bondakani, je commence par vous et puis je passerai la parole au docteur Bekima. Quelle est votre réaction après avoir vu justement cet élément avec, il faut le dire comme ça, certains de nos confrères français? Je commencerai par prendre en mon compte les propos de Paul Bekima qui nous interpellait sur votre génie à formuler des thèmes. Je ne sais pas comment vous faites, mais ces thèmes-là sont terribles. Et comme par hasard, il n'y a que vous qui posez ce vrai thème sur la table. Vous, c'est-à-dire, ça c'est le problème de l'Afrique. La question des présidents. C'est-à-dire, on n'est au cœur là vraiment du problème de l'Afrique et aucun média n'a jamais eu le courage de le mettre sur la table pour qu'on en parle. Vous venez de le faire. Permettez-moi de vous dire merci. Mais pas de quoi. Merci également à vous. Voilà. Donc, M. Ngos, c'est comme vient de voir là avec le président Déby. Il vous dit qu'il n'a jamais été heureux. Il a convoqué la guerre. Mais je vous dis, la plupart des présidents africains, et surtout de l'ancienne génération, n'ont jamais été heureux. Si le président Biya du Cameroun, le patriarche, qui me permet de parler comme ça, ouvre sa bouche pour vous dire ses problèmes, vous allez comprendre que lui-même, il n'est pas heureux. Il n'a jamais été heureux. Tous ces présidents-là. Et même ceux de la nouvelle génération, sauf un, M. Ouattara. C'est-à-dire, ce monsieur-là, il n'y a même pas une seule langue avec. Pour lui, lui, il a choisi volontairement d'être heureux. En détruisant l'Afrique. Merci, Pépin. M. Ouattara, lui, il a volontairement choisi d'être heureux en détruisant l'Afrique. Merci. Il dit que, sauf lui, pour les autres, ils n'ont jamais été heureux. Pourquoi? Parce que pour la France, un président africain n'est qu'un petit fonctionnaire français. C'est-à-dire, pour la France, il faut commencer par ce que je veux dire. La France considère tout président africain comme étant un petit fonctionnaire français.
Donc, allez donc savoir ce que veut dire un petit fonctionnaire français. Vous allez comprendre comment vous pouvez être président. On vous dit que vous êtes président, mais on vous considère comme un petit fonctionnaire français. Voilà pourquoi quand les présidents africains voyagent en France, souvent, un ambassadeur dans l'avion avec le président, ambassadeur français, et quand l'avion atterrit à Paris, l'ambassadeur descend et c'est lui qui reçoit le président à l'aéroport. Souvent, c'est un préfet qu'on envoie. Même pas un ministre. Qui renvoie à la gestion du sang. Un président déclare la guerre au nom du peuple, c'est-à-dire gérer le sang. Le président peut prendre des mesures extraordinaires face à une situation extraordinaire dans le pays qui nécessite une forme d'intervention de la force qui peut, c'est-à-dire entraîner beaucoup de morts. Donc un président, ce n'est pas n'importe qui. On appelle ça gérer le sang. Et quand vous gérez le sang, c'est même ça renvoie à la prêtrise. Oui. Le concept de prêtrise au sens même du mot. Pas les histoires de voyer de ce qu'on voit aujourd'hui. Le président a un rôle constitutionnel majeur. Il est le garant, l'incarnation de la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale d'un pays. Vous comprenez? Et enfin, le président a un rôle administratif. Il nomme aux emplois civils et militaires. Dans le jargon consacré, on dit il nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Et il tranche en dernier ressort. Il est l'arbitre suprême. Il arbitre en dernière instance les problèmes du pays. C'est-à-dire qu'il décide en dernière instance. Mais ce n'est pas n'importe qui. Que l'on m'excuse. C'est un demi-dieu. Au sens objectif du mot, c'est un demi-dieu. Donc, quand vous avez des fonctions présidentielles, vous avez des présidents qui sont normalement constitués dans leurs fonctions et dans leurs accessions à la magistrature suprême, c'est un gage pour un pays d'évoluer. C'est un gage. Parce qu'un président a des pouvoirs. Il a des pouvoirs. Il n'est pas président pour rien. Il a des pouvoirs. Normalement, il est censé avoir des pouvoirs. Mais lorsque vous avez le malheur que cette fonction soit trucidée, historiquement, mystiquement, soit trucidée par un colon, par une puissance coloniale, c'est une malédiction. Rien de bon ne peut se faire dans un tel pays. Parce que ce qui vous représente, n'est-ce pas, est truqué, M. Ngos, est faussé, est vidé de toute substance. C'est ce qui se passe avec les pays africains. Et la France a réussi à faire ça. Elle a vidé la fonction de toute substance. Et maintenant, elle est derrière. Le président, au lieu de représenter les peuples réellement, doit plutôt être une façade des manœuvres criminelles de la France. Parce que dès bien de vous dire le président, le maréchal, il vous dit qu'il veut partir du pouvoir. Paris fait pression, envoie un salopard de constitutionnalistes, soi-disant, pour venir changer la constitution. Et qui a vu ça? Si tu n'avais pas fait une vraie interview, qui aurait jamais su? Pendant longtemps, nous avons passé le temps quand on était très jeunes, à dire que ce sont les dictateurs. Début, c'est un dictateur. Il aime le pouvoir. C'est dernièrement là,
à la faveur de cette interview, que beaucoup d'Africains ont commencé à comprendre les meilleurs... Et à ouvrir les yeux. Oui. À ouvrir les yeux sur la réalité de la fonction présidentielle dans les pays africains. C'est vrai pour Déby, c'est vrai pour tous les présidents, permettez l'expression, du précaré français. Je disais l'autre jour, je ne sais pas si c'est vous ici, que jusqu'en 2010, aucun président du précaré français n'était en mesure de faire un gouvernement sans que ça ne soit validé par Paris. Et dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les Côtes d'Ivoire, ça s'est réglé avec l'ambassadeur de France à Abidjan. C'est-à-dire qu'on fait le gouvernement, il valide, il coche les noms, il bat, il dit allez valider. Qui connaissait ce genre de choses? Vous voyez le président là devant vous, il est là, vous dites le président, mais il est président de nom. Il est une façade. Et la France, pour garantir ça, a mis sur pied une infrastructure criminelle, qui partait des babouses logés dans les administrations. Ça veut dire que vous voyez les fonctionnaires dans un pays. Vous voyez les fonctionnaires. Alors à un certain niveau de la fonction publique, à un certain niveau, au niveau supérieur, ce sont des agents français. Au départ, il y avait même les pays où les Blancs étaient encore là dans les années 70. Je pense un pays comme le Sénégal. Mais après, on a commencé à placer des hommes liges à la peau noire, à des postes stratégiques de l'administration, à la présidence, M. Ngos, dans les premiers ministères, dans l'armée, où vous avez des gens qui sont là, mais qui sont des Français à la peau noire. Parce qu'auparavant, dans leur formation, ils ont été totémisés par la France, ils ont été totémisés dans les loges là. Oui. Cette structure, je ne sais pas de quoi les gens font là-dedans, mais chacun a sa foi. Mais moi, je ne sais pas de quoi on fout là. Il n'y a rien là-bas. Rien. Je dis bien, absolument rien du tout. Rien du tout. Je préfère 1000 fois un catholique qu'un monsieur qui est vraiment constitué, qui va dans une loge maçonnique ou l'autre coin. Je préfère que les gens perdent leur temps dans les religions là. C'est encore mieux. Ils vont trouver même Dieu même par hasard. Mais dans les affaires de loge là, jamais, monsieur Ngos. Et là, on vous fabrique à l'intérieur. Parce que dans les loges, il y a quelque chose de terrible. Hein? Il y a ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation consiste à changer l'âme de quelqu'un. C'est ce que ça veut vous dire. Quelqu'un a une âme. Il a une personnalité naturelle que Dieu lui a donnée. Mais quand il entre dans ces loges-là, on enlève ça, on met autre chose. Et ce gars devant vous, vous l'avez connu, il avait 20 ans. Un gars extrêmement brillant, prometteur, par l'amour de son pays. Mais quand il rentre, il est physiquement le même devant vous, mais à l'intérieur. C'est l'ennemi du pays. Oui. Il va travailler contre le pays. C'est-à-dire qu'à la présidence, il est chargé, par exemple, d'envoyer des informations secrètes à la France, de bloquer toutes les initiatives, de vendre des informations, de court-circuiter le président. Au Cameroun, on l'a eu comme ça, au Cameroun, c'est même pas le seul cas, plusieurs fonctionnaires qui vendaient des informations stratégiques à leur tuteur d'étranger. C'est-à-dire que quand il y a des choses importantes qu'on veut faire, ils dévancent la volonté présidentielle, ils trahissent. Et ce qu'on veut faire est déjà dehors, M. Ngos. Les présidents sont paralysés. Et là, donc, cette infrastructure criminelle invisible qui permettait à la France de tenir les présidents jusqu'à dans leur chambre, jusqu'à sur leur lit. Jusqu'à Destin a pris la femme de Bokassa. Pas pour les beaux yeux. Quand on prend ta femme, mais tu es quoi? Tu es quoi? Absolument rien. Absolument. Et que jusque sous les lits présidentiels, vous avez la France. Pour ne pas dire les patrons de la France, les parrains. Ils sont en bas des lits des présidents. Donc c'est terrible, M. Ngos. Donc quand le président essaye de bouger, quand le président essaye de poser un acte pour le bien de son peuple, dites-vous par quelle magie on le renverse en 2 secondes? Par quelle magie? C'est parce que la France contrôle le terrain. Elle contrôle le terrain à tous les niveaux. Il y a quelques années encore, il faisait que Paris Match, un journal de merde. Il fait que Paris Match, vous mettez à la une et disent que vous mangez la chair humaine, le lendemain vous êtes tombé. Il fallait que RFI fasse 5 minutes de journal. Sur vous, on vous renverse. C'était la vérité hier dans tout le pays africain. Le précaré français. Et toutes les mauvaises choses qui se passaient dans la néocolonie, on mettait ça sur la tête des présidents et personne ne voyait la France. Voilà la chape de plomb, M. Ngos, qui était longtemps suspendue à la tête de ces chefs d'État. Qu'il m'excuse, entre guillemets, de ces malheureux présidents. Parce que si vous voulez analyser l'Afrique, vous devez vous mettre au-dessus de ces choses-là pour comprendre l'Afrique. Donc ça était là sur la tête. Et du coup, ils ont souffert. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ont souffert. Et chacun essaie de gérer sa souffrance. Et ils continuent d'ailleurs à souffrir, il faut le préciser. Chacun essaie de gérer sa souffrance à sa manière. À sa manière. Ces présidents-là ont des psychologies particulières pour gérer ça. C'est compliqué, M. Ngos. Parce qu'il faut bien qu'ils gèrent ça. Ils inventent chacun de gérer. Mais c'est terrible
Et c'est dur, monsieur Ngo, jusqu'à ce que le monde ouvre, les conditions géopolitiques changent, et que nous, les Africains, et depuis 10 ans, c'est le combat qu'on a mené, et nous informons les Africains sur ces réalités qui sont aujourd'hui, comment on dit ça, qui culminent maintenant par l'aveu direct des présidents français, depuis Chirac, en passant par les Sarkozy, et si vous lisez les mémoires de Foucault, mais en passant par les Hollande, mais maintenant, le malade mental qui a l'Élysée, s'il y aime encore, est venu clôturer des mains avec son interview, que Aïssi aime bien convoquer, oui. Il y a juste titre, où maintenant lui il a dit devant le monde entier que c'est moi le vrai président des Africains. Puisqu'il a dit, 1, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. 2, je vais choisir quels sont les chefs d'État fréquentables. 3, nous allons fabriquer une nouvelle génération, y compris les mettre au pouvoir. Dans le débat là est clos. Monsieur Micron a clos le débat à ce niveau-là. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette première prise de parole, Président Badakani. Je vais me tourner vers vous, Docteur Bekima Paul. Finalement, on a l'impression que tous nos chefs d'État qui sont au pouvoir aujourd'hui sont tellement malheureux qu'ils jouent à pile ou face. Malheureux pourquoi? Parce que, 1, ils ne sont pas en sécurité. On peut leur faire une guerre n'importe quand. On peut créer un conflit n'importe où. Et d'ailleurs, on peut même prendre leurs femmes à n'importe quelle position. Et peut-être même une bombe peut tomber sur leur tête. S'ils n'obéissent pas à la France. Vous avez absolument raison, M. Ngous. Je commence d'abord par dire que je souscris à tout ce qu'a dit le président Badakani. Et il a justement parlé d'une infrastructure invisible. C'est justement à ce niveau-là que j'ai envie de me concentrer dans la première partie de mon propos. Allez-y. C'est-à-dire, je veux mettre cela en lumière. Parce que c'est en fait une infrastructure, comme on me dit, auto-similaire. Parce que dans le thème que vous avez soulevé, quand on dit vassalisation, les gens pourraient mal prendre et croire que c'est quelqu'un de... La plupart, c'est des gens normaux qui sont arrivés au pouvoir et que, étant au pouvoir, on les a transformés. Oui. En général, la plupart, ce n'est pas des gens normaux qui arrivent au pouvoir. Un travail a déjà été fait en amont. Et la France, ici, en fait, n'est qu'un intermédiaire. C'est un broker, comme j'ai souvent dit. Vous avez dit structure auto-similaire. La France applique quelque chose qui se passe en vérité au niveau global. Il le fait dans son prix carré. Monsieur, vous avez vu le film Matrix? Oui, la Matrix. Oui, parce que voilà ce qu'on va exposer. Ces maîtres du monde ont en général l'arrogance même de nous dire exactement ce qui est en train de se passer. Dans ce film, on vous dit que ce que vous prenez pour votre réalité est en fait une illusion. C'est-à-dire on a créé une illusion pour vous et vous évoluez dans cette illusion-là et c'est à travers elle que l'on vous manipule. Mais comme elle n'est pas parfaite, si elle était parfaite, leur structure était parfaite, oui. On ne serait pas ici. Nous serons tous des demi-fous et qu'on fait passer à gauche et à droite. C'est la raison pour laquelle c'est important de présenter donc les structures et les modes opérationnels, comment est-ce qu'ils font. Ils renversent l'ordre. Commençons déjà par, je vais être un peu philosophique, parce que vous êtes un philosophe. Il faut séparer la réalité de la vérité. La réalité est quelque chose, on peut la construire. Parce que toute vérité, quand vous dites quelque chose est vrai, en général, ce n'est pas vrai dans l'absolu. C'est vrai par rapport à une certaine réalité. Un contexte. Un contexte. Nous vivons dans un monde, nous sommes entourés avec des oiseaux, mais ça c'est une réalité abstraite. Elle va rentrer dans votre esprit à travers certains canaux pour faire une réalité concrète dans votre esprit. Ces canaux, vous avez l'éducation, vous avez l'information, donc la presse, oui. Vous avez la religion. Donc quelqu'un qui manipule ces canaux va manipuler votre réalité et va vous imposer des vérités. Et c'est ces vérités-là donc qu'on appelle l'illusion. C'est dans cela que nous sommes. Donc, vous voyez, il y a très peu de choses que nous allons juger de façon, comment dire, on va croire qu'on juge de façon indépendante. En fait, on a été conditionné pour voir les choses de cette façon. Oui. Et les chefs d'État, c'est quoi? Donc, on réussit, donc, dans cette réalité-là, à fabriquer des gardiens qui vont maintenir le reste des humains dans cette illusion qu'on a fabriquée pour eux. Et c'est dans ce sens-là donc qu'on recrute un certain nombre de personnes. Et il y a des instituts donc qui vont le faire. Vous voyez que par exemple le jeune président Tshisekedi, il a été reçu l'autre jour au Atlantic Council.
Ouattara, dont parlait le président Badakani, il a été recruté par Henry Kissinger. Vous allez voir donc ces structures qui sont mises en place comme ça, où on va donc recruter des gens au fur et à mesure et les mettre à la tête de vos États. Et vous vous étonnez que mais comment des gens ordinaires peuvent autant détester leur pays. Mais c'est qu'ils n'ont pas de choix. Pour les maintenir en place, le président a parlé des loges. Les loges, ce n'est qu'une seule chose, c'est une partie. En fait, l'élément qu'ils utilisent, c'est la compromission. C'est des gens compromis. À l'époque, vous étiez compromis par des choses, par exemple, les relations extra-conjugales. Aujourd'hui, avec l'évolution, ce n'est plus une raison pour faire partie du pouvoir. À l'époque, quand vous étiez un homosexuel dans le placard et qu'on ouvrait le placard, votre cas était fini. Ils ont validé l'homosexualité. Donc, quand vous, le président l'a même dit, quand vous attaquez que quelqu'un est compromis, il est sérieusement compromis par des choses que l'esprit ne peut pas accepter à l'heure actuelle. La pédophilie n'en est qu'une partie. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils introduisent. Donc, vous voyez là quelqu'un qui est à la tête de votre État, il agit de façon surprenante, mais c'est que il ne peut pas agir autrement parce qu'il est totalement compromis. Je ne parle pas de corrompu. Mais corrompu, c'est matériel. Compromis, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. D'ailleurs, on a vu l'exemple aux États-Unis dernièrement, où le président de la Cour suprême a refusé carrément d'écouter un cas qui était évidemment un cas constitutionnel. Oui. Vous savez que l'un des avocats, Lynn Wood, il est parti fouiller, il dit, mais ce gars était dans l'avion de Epstein. Il est compromis. Et c'est donc comme ça qu'on recrute des gens, on les compromet un peu partout, on les met dans toutes les structures du pouvoir. Il est très difficile qu'on prenne quelqu'un de normal comme Triple A et qu'on le positionne. Mais le seul espoir que nous avons jusqu'à présent est que cela n'est pas définitif parce que c'est une œuvre des êtres humains, elle a beaucoup de défauts et ils sont donc obligés de faire des ajustements tout le temps. Et c'est par rapport à ça maintenant, comme j'ai planté le décor, que je vais maintenant rentrer plus tard dans le sujet explicite des chefs d'État et des chefs d'État africains. Voilà. On espère bien que vous allez revenir dans un instant, docteur Bekima, sur cette question. Albert Anatola, ici, vous avez suivi d'ailleurs les explications du docteur Paul Bekima. Jusqu'à preuve du contraire, les personnes normales sont considérées aujourd'hui comme étant des personnes folles et qui ne doivent pas faire partie, il faut le dire comme ça, des cercles très fermés de l'administration que c'est, il faut le dire comme ça, ces hommes au-dessus de tout et qui passent la majeure partie du temps à gérer notre subconscient, à faire leur boulot. Oui, écoutez, à travers votre question, il y a plusieurs clichés qui arrivent justement dans votre tête, allez-y. Qui arrivent dans mon esprit. Mais je vais choisir, je vais quand même sélectionner. Parce que là, quand même, on a aujourd'hui l'homosexualité. Si vous n'êtes pas homosexuel, vous n'avez pas de travail. Si vous n'êtes pas dans une franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tous les autres cercles sataniques, vous ne feriez pas partie, en tout cas, de l'administration d'un quelconque pays. Disons que ce sont les conséquences que vous évoquez. Comme je l'indiquais tantôt, il y a plusieurs clichés qui défilent dans mon esprit, mais je vais sélectionner quelques-uns. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime toujours convoquer les éléments, soit historiques, soit factuels. Commençons par 1944 avec le massacre de Thiaroye au Sénégal. Il vous souvient qu'en 1940, M. de Gaulle arrive, dont le pays est envahi par la Grande-Bretagne. Oui. Arrive pour solliciter l'aide des Africains dans l'optique de libérer son territoire. Là, il n'était pas arrogant. Eh bien, justement, les Africains, qui ne sont pas aussi idiots, qui sont de valeureux hommes, justement, vont donc l'aider à libérer son territoire de l'emprise britannique. Il fait la promesse, n'est-ce pas, d'une autonomie économique et politique. Et bien évidemment, au lendemain donc, de cette évasion, de cette libération de Paris, ce qui se passe à Paris, c'est quoi? C'est que ce qu'ils ont appelé de manière triviale, non, de manière caricaturale, j'allais dire, tirailleurs, ils sont méconnus. Sur le champ de l'Élysée, on habille, n'est-ce pas, quelques badauds français à qui, n'est-ce pas, on fait porter les tangas des héros. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est que lorsque ces fameux tirailleurs revendiquent d'être pris au même niveau que les Français, oui. Le remerciement, c'est qu'on les fusille au camp métier des tirailleurs au Sénégal. Ça, c'est le premier cliché. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je pense cet exemple.
Le second exemple me renvoie du côté de la Libye, de Kadhafi en 2011. Eh bien, M. Sarkozy décide de manière unilatérale, en violation du droit international, avec ses complicités, il décide d'aller tuer carrément M. Kadhafi, pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ce jour. Et paradoxalement, aucun pays africain ne lève la tête, y compris la plus haute instance continentale, notamment l'Union africaine. Ça, c'est le deuxième cliché que je prends. Oui. Le troisième cliché que je voudrais prendre, c'est l'installation de Mme Catherine Samba Panza comme présidente de la transition du côté de la République centrafricaine. Avant qu'elle puisse s'asseoir sur son siège de président de la transition, elle s'est fait harceler pratiquement par l'ambassadeur de France en Centrafrique, dans l'optique justement de signer des accords. Oui. Ça, c'est le troisième cliché. Le quatrième cliché, là, je veux prendre un élément, un événement récent qui a fait l'objet de beaucoup de thématiques dans votre tribune. Il y a donc un illuminé qui est actuellement du côté de l'Élysée, qui décide dans son interview que non seulement l'Afrique, c'est l'avenir de son pays, mais en plus il va se charger du renouvellement générationnel et démocratique sur le continent africain. Là, quand j'ai planté ces décors, je veux convoquer un cinquième et dernier élément. Oui, que allez-y. le docteur Bikima a évoqué tout à l'heure, l'éducation. Donc l'assimilation culturelle, à travers la religion, à travers notre système éducatif, à travers les stéréotypes. Oui, la consommation. Maintenant, je veux maintenant pour couronner le tout, je veux prendre une image qui a choqué tous les Africains. Monsieur Macron arrive à Dakar, je crois que c'était en 2016. Ah non, à Ouagadougou. À Ouagadougou, Burkina Faso. À l'université. Il se met carrément en ridiculiser monsieur Rochma Christian Kaboré. Oui. Devant la jeunesse, devant les étudiants. Et ça l'amuse. Dernier cliché, c'est M. Sarkozy qui pontifie à Dakar, où il estime que le grand démocratiseur universel, le pays de liberté, de la fraternité, de l'égalité, c'est Paris. Donc, franchement, c'est lui qui doit pouvoir faire entrer l'Afrique dans l'histoire, parce que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Maintenant, quand j'ai dit ça... Il a oublié que l'Afrique a fait l'histoire. Mais quand j'ai donc dit cela, je me rends donc compte d'une chose. En fait, ce que vous appelez tout à l'heure, ce que le président Bandakane qualifié d'État. Des chefs d'État. Non, d'État. Oui. Ce ne sont pas les États. Ce sont les enclos coloniaux qui sont justement administrés par les administrateurs coloniaux. C'est tout. Ce ne sont pas les États. C'est-à-dire qu'ils nous disent clairement que vous n'êtes pas des États. Ce que vous considérez comme étant des chefs d'État, ce sont des administrateurs coloniaux. De mes enclos coloniaux. C'est lui ce que je dis, mais c'est la vérité. La preuve, M. Macron, lui, estime que la façon dont la démocratie est gérée sur le continent africain, moi, je n'aime pas qu'on ne m'a pas de précaré français. La France n'a pas de précaré en Afrique, en tout cas pas dans mon pays. Donc, alors, ça veut donc dire que Macron, lui, il estime que Paul Biya, non, il doit pouvoir le remplacer par quelqu'un que lui va fabriquer, qui va porter son projet globalisant, non, de globalisation, de mondialiste et consort, c'est-à-dire qui va promouvoir l'homosexualité, le pillage, tout ce qui est anti-valeur par rapport à la compréhension par rapport à notre compréhension de Camerounais. Oui. Donc, je pense donc que, et là, dans un moment donné, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque les dirigeants, ce que vous considérez comme tels, ne peuvent pas porter une certaine lutte, vous prenez à votre compte cette lutte. Parce que j'ai envie de croire que M. Macron va accepter que M. Matteo Salvini lui rappelle que monsieur, je ne suis pas d'accord de ta façon de gérer les gilets jaunes, par exemple. Je ne suis pas d'accord de ta façon de gérer ta pandémie chez toi. Je serais d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il accepte qu'on lui fasse la même chose. Il prétend ne pas s'ingérer dans les affaires intérêts des pays africains, mais ils le font. La preuve, c'est justement parce qu'on dit que la parole est d'or, c'est ça, non? Oui. Et que le silence est d'argent. Mais par contre,
Qu'est-ce qu'on dit là? Lorsque je convoque donc justement cette fameuse interview de novembre dernier, eh bien je constate justement que M. Macron, et lui-même l'a dit qu'il y a des actes majeurs Qui va devoir engager. Qui va engager en 2021 et il n'est pas certain de pouvoir se représenter pour le second mandat parce que justement il va poser des actes qui vont l'amener à ne pas se représenter. Et l'Afrique est visée dans ce projet. Merci beaucoup Albert Anatola ici pour cette première prise de parole. Éric Pépin-Bikaï, finalement appeler un chef d'État sur le continent africain président de la République, serait-il aujourd'hui absurde quand on a toutes ces explications? Et d'ailleurs Emmanuel Macron nous a dit lors de son interview de novembre dernier qu'il parle de renouvellement générationnel. Pour lui en tout cas, il veut fabriquer de nouveaux chefs d'État taillés sur mesure et qui feront justement, ou alors diront, feront sa volonté. En fait, je ne pense pas qu'il faut voir cette déclaration sous ce prisme-là. Parce que la France est dans une tradition de conserver un empire qu'il aurait hérité, ou alors qu'elle aurait hérité forcément après la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à rappeler que la France n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais faisait partie de l'équipe qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu comme si tu vas en Coupe du Monde, tu es au banc, il y a les joueurs titulaires qui jouent toute la compétition. Et qu'à la dernière minute, on vous demande de faire quand même un petit tour. Non, qui remporte le trophée final. Mais sauf qu'on doit primer 22 joueurs, 23 joueurs. Oui. Donc vous avez également droit à votre médaille d'or. Votre prime. En tant que joueur faisant partie de l'équipe. Donc la France n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Mais si je me trompe, comme me disent un peu la bataille que la France aurait remportée pendant cette Deuxième Guerre mondiale ou alors cette première, il n'y en a pas tellement. Voilà. Il n'y en a même pas. Voilà, il n'y en a même pas. Vous faites partie des alliés. De l'équipe qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, elle s'est assise auprès de ceux-là qui parlaient de la victoire. Oui. Tout simplement. Après, je dis tout ça parfaitement avec une équipe de football qui remporte des médailles dans une compétition internationale. Donc, pour dire que il faut qu'on se plonge un peu dans la période de l'impérialisme dans un premier temps et de la colonisation. En parlant de la France, pour comprendre un peu le comportement, cette vassalisation qui fait l'objet de la thématique ce matin. Oui. La France occupe l'Afrique avec des stratégies que tout le monde connaît. Et essaie de diviser l'Afrique en deux compartiments. L'Afrique équatoriale française du côté de l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale française du côté de l'Afrique de l'Ouest. À partir de là, il essaie de réunir ces espaces et qu'il appelle cela son empire. Et à l'intérieur, il met un système d'administration directe basé sur l'exploitation de ces colonies-là au profit du développement de sa métropole. En fait, une sorte un peu de retour à l'esclavage, parce qu'à l'époque, la France exploitait les Antilles au profit de son territoire. Quand on sort de là, après la décolonisation, avant ça d'abord, autour des années 1930, il instaure dans ces colonies ce qu'on appelle le code de l'indigénat. Une sorte d'évolution mentale des populations à l'intérieur de son précaré. Et cette évolution était liée justement au fait que les populations acceptent de renoncer à leur culture. En bon français, si je me trompe, on appelle ça la culturation. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un peut bien parler français et être capable de parler de la géographie française, de l'histoire de Napoléon, qui est une absurdité, celui-là pouvait être considéré comme évolué. Donc il était moins frappé du code de l'indigénat. On pouvait traiter avec lui. Ça allait même jusqu'à l'assimiler. À l'assimiler. À l'octroi même d'une nationalité française pour être inséré dans le système d'administration coloniale locale, mais pas peut-être comme un responsable direct. Mais ces personnalités qui ont bénéficié de cette évolution-là, quels qu'en soient les cas, ont été automatiquement reversées dans l'administration après africaine. Les indépendances. Oui. Donc c'est de ça que c'est à ce niveau que tout se joue. Et pour illustrer mon propos, André Malraux, c'est vous les littéraires, vous connaissez un peu qui c'est. Vous savez que ce n'était pas un littéraire de droite, il n'était pas quelqu'un qui était ténable. Il disait justement dans le cadre de cette décolonisation de l'Afrique et du comportement du système de gestion de la puissance du monde de la France dans ses colonies en Afrique que il n'y a que l'esclave qui dit toujours oui. Donc il n'y avait que ceux qui étaient
frappé, du moins qu'on avait estipé du code de l'indigénat, qui était capable de dire oui à un maître qui les avait donné le statut d'être là. Simplement. Donc en réalité, on revenait là dans un système d'esclavage où on a des esclaves et on a des maîtres qui intiment des ordres. Donc finalement, on est dans cet renouvellement de la classe. Je fais l'analyse. Je fais l'analyse. Et puis ce que je dis, ça peut être vérifiable ou ça peut être vérifié dans chacun des contextes. Tout à l'heure, le président Banakana a parlé des hommes lièges. Ça entre de manière directe avec le concept de vassalisation, c'est-à-dire des hommes soumis, pour revenir dans notre petit français. Donc, dans ce contexte, c'est difficile de se déployer. Parce qu'en réalité, les dynamiques qu'on veut impulser à un État, si on en a effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une sorte de compétition. Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier que l'Afrique, au départ, était constituée des royaumes, avec un certain nombre de familles qui étaient frappées de ce sang-là, de pouvoir diriger les autres. L'arrivée de la colonisation a mis un terme à un système démocratique de gestion des hommes pour imposer la démocratie. Mais sauf que la démocratie apportée en Afrique voudrait qu'elle soit rotative et représentative. En Occident, la démocratie. Oui, la nôtre soit stagnante et orientée. C'est à ce niveau que tout se joue. Puisque si vous avez une démocratie rotative, représentative, inclusive, je pourrais encore dire qu'il y a l'accent sur l'écoute chez vous, et vous transposez cette démocratie sur un autre territoire qui est censé être votre empire, et vous vous imposez une autre démocratie qui n'a pas de couleur identique à celle que vous appliquez sur votre territoire. Il y a lieu de commencer à s'interroger avant d'arriver à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment on appelle? Déby le dit. Mais les situations sont là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 avec Wade? Quand il voulait partir il ne voulait pas partir du pouvoir, si je ne me trompe pas. La France a toujours envoyé les constitutionnalistes pour essayer d'expliquer le droit aux Africains, non, tout ça, ainsi de suite. Ça a créé un débat de choc au Sénégal et ça contraint même Wade. Non, même pas démissionner. Il ne devait même pas compétir. Il ne devait pas compétir pour un troisième mandat. Il a été contraint de compétir et d'être lamédé par son ancien poulain. Comment comprendre que c'est la France qui vient justement changer la constitution sur le continent africain? La même chose s'est posée avec Ouattara également. Ce sont des constitutionnalistes. Nous avons fait une émission ici le lendemain matin. Et bien les constitutionnalistes ont commencé à déclarer que l'article qui... Ils viennent toujours expliquer. C'est du français. Le français, ça s'écrit en sujet verbe complément. Ça peut se comprendre même pour celui qui n'a pas fait du droit. Mais quand il y a eu une situation de choc, de crispation, les gars reviennent encore, vous expliquent que non, le mot-ci n'était pas bien placé. Donc, vu l'article, le code de Napoléon, ainsi de suite. Nous sommes là dans un lavage de cerveau, jusqu'à ce que disait le docteur Bikima tout à l'heure, sur le concept de vérité et de réalité. Donc, dans notre contexte, à nous, par exemple, pour parler des États vassaux d'Afrique, il y a un élément. Je vous ai dit, tant que on n'a pas notre monnaie, et moi, je demande aux Africains d'aller bagarrer. Tant qu'on n'a pas notre monnaie, tant qu'on ne veut pas s'approprier de nos langues, et puis la faire encore plus grave en Afrique centrale par rapport en Afrique de l'Ouest. Parce que là-bas, tu trouves quand même au Sénégal où on parle le Wolof, c'est officiel. On n'a pas besoin d'être agrégé, même quand nous sommes en espace public, c'est le Wolof. Tu trouves le Manding qui est parlé, le Djoula qui est parlé. Oui, il y a le Sango à Centrafrique. Hein. Je suis d'accord, mais après la Centrafrique, il y a quoi après? C'est ça. Et puis la Centrafrique n'est pas le moteur de l'Afrique centrale. Et il y a les pays piliers. Le Lingala parlait en République démocratique du Congo. Oui. Le Fangai parlait en Guinée. Non, on va dire de manière officielle. C'est-à-dire que laissons un peu l'excès caricature. Moi, je parle d'un pays que je connais, le Cameroun. Je m'interdis un peu de convoquer la Centrafrique parce que je ne connais pas bien la Centrafrique. Je parle du Cameroun. C'est-à-dire 60 ans après, on ne peut pas avoir une langue officielle avec laquelle on discute. Et également, ça fait partie de ces écueils-là. Des territoires vassaux où la mère patrie ne veut pas une dynamique sociale, une dynamique économique dans l'optique de pouvoir autonomiser les dirigeants. Messieurs, permettez-moi de lire les messages en 10 minutes et puis nous allons revenir avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour cette édition de DBS Matin. Je vous donnerai justement la parole parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On parle bien sûr de la vassalisation des chefs d'État africains. À quand la fin des humiliations de Paris? Et justement, il va falloir que on demeure
dans ce sujet qui nous intéresse ce matin. Messieurs, commençons à lire les messages. Ils sont d'ailleurs très nombreux ce matin. Il y a plus de 100 messages. Je ne sais pas pourquoi. À peine on a ouvert. Tout de suite, on a les messages. Bonjour DBS, nous suivons vos plateaux depuis le Canada. Félicitations pour votre œuvre énorme d'information et d'éveil des consciences. Mais attention, car votre responsabilité est grande. Faites donc très attention au choix de vos panélistes. Continuez à recevoir des personnes très instruites, cultivées et maîtrisant les enjeux géostratégiques à travers l'histoire, comme Bandakani, Patrick Sapar, le docteur Jean-Paul Bellet, patient Parfendome, le docteur Bikima et autres. Mais attention à certains invités qui ne maîtrisent pas parfaitement ces notions. Comme l'a malheureusement étalé un de vos panélistes sur le plateau du 28 décembre dernier. Les enjeux sont trop importants aujourd'hui pour qu'on pense pouvoir se permettre de ne pas tous parler d'une même voix. Merci également de nous avoir écrit ce matin, vous qui nous regardez depuis le Canada. Bonjour monsieur Steve Ngos et à tous vos prestigieux invités de DBS La Matinale. Vraiment monsieur, mon cher Ngos, si ce que j'ai écouté sur votre plateau ce matin, comme l'a dit le président Bandakani, qui est le docteur Paul Bekima, cela est extrêmement grave. Voilà les accords coloniaux qui ont pris fin le 26 décembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans les réseaux sociaux qu'on apprend que le président du Cameroun n'a plus signé ces fameux accords. Expliquez-moi s'il vous plaît, je ne comprends plus rien. Très bonne journée à vous, c'était Rigobert Godin depuis Paris. Bonjour Steve, il y a tous les excellents panélistes. Nous nous posons toujours la question de savoir jusqu'à quand la France cessera toutes ces manipulations à un moment donné. Même s'il faudra anéantir cette puissance par une guerre, ce sera possible. Ne dit-on pas souvent que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens? Nous n'accepterons plus jamais ça en Afrique. La France sème les guerres partout. Elle prend nos femmes, elle viole nos enfants pour nous parler des sottises. De droits de l'homme, manipule nos chefs d'État. Non, ça doit finir. Et c'est même déjà fini. Bonne journée et très bonne année à vous par anticipation. Que le Seigneur Tout-Puissant veille sur vous. C'est Franck Olivier qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour les panélistes de DBS. Matin, l'Afrique ne cessera jamais de vous remercier. J'ai une question. Pourquoi les leaders africains ne lancent pas un procès contre la France pour le massacre des tirailleurs? Nous les Africains, nous sommes gênés par cette injustice. Si c'est possible, je souhaite que d'ici février, une plainte soit déposée à l'autorité judiciaire compétente pour dénoncer davantage le vrai visage de la France. C'est Abdou depuis Garoua. À se demander d'ailleurs à qui est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller déposer d'ailleurs cette plainte. C'est ça la grande interrogation. Non, à la CIG, à quoi international, c'est juste même voilà. Jusque-là, elle est toujours sur la forme. Bonjour au panel, bonne analyse du docteur Bekima. Faut la guerre pour se détacher de l'Occident. À parole, on n'y arrivera jamais. Seule la bataille donne le respect. Moi, j'attends le coup d'envoi. Merci également à Biadio qui nous écrit depuis l'Italie. Ouais, Biadio, vous êtes en Italie, vous n'êtes pas en Afrique. On ne fait pas la guerre. Mais bon, mais on passe toujours la guerre, en tout cas. Bonjour Didier ce matin, bonjour le panel. La France est un État gangster en dépit de s'accaparer de force l'uranium du Niger. Elle ne prend aucune mesure pour parer les problèmes de pollution qu'entraîne son exploitation. Les populations nigériennes depuis l'enfance sont exposées de manière chronique à la radioactivité. Le Niger est un héritage de la France, cela doit cesser. C'est Stéphane Sullivan de Nana qui nous a écrit. Il continue, bonjour DBS, matin, bonjour panélistes. Il serait presque impossible aux chefs d'État africains actuels de cesser d'être des vassaux. Ils ont investi pour la plupart dans l'immobilier en France, séjournent à Paris dans un luxe extraordinaire. Leurs familles bénéficient de largesses financées par l'argent du contribuable. Ce sont des mercenaires au service de la métropole. Mais aujourd'hui, il y en a certains parmi eux qui changent et c'est réjouissant. Il est urgent de créer un nouveau type d'Africain. C'est Stéphane Sullivan Nana depuis Bruxelles ce matin. Des messages et toujours des messages. Bonjour le plateau des combattants, très content de vous suivre ce matin. Il y a également ceux qui nous appellent. C'est pas le jour de nous appeler, c'est dimanche. Bonjour, très content de vous suivre ce matin concernant le sujet. Tout est clair et que nos dirigeants n'ont pas les mains libres pour décider du bien de leurs citoyens. Puisque j'ai eu le témoignage d'un Béninois qui a vu son projet rejeté par l'Assemblée nationale sur l'injonction de l'ambassade d'un pays occidental. C'est justement Hubert Simon depuis Lomé au Togo qui nous a écrit ce matin. La France. Justement, l'ambassade de France. Bon, il n'a pas voulu le dire. En tout. Moi, je dis. Steve Ngos et son panel, bonjour. Vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut dire pour montrer le degré de mépris que la France manifeste à l'endroit de ce qu'elle a baptisé le précaré français. Ayez toujours en esprit l'exemple qui s'est manifesté au Mali. Macron atterrit à Gao et le président malien quitte Bamako, la capitale, pour aller retrouver Macron là où il a bien voulu atterrir dans votre pays, Steve Ngos.
il y a plus humiliant que ça. Monsieur Outou, depuis Foulane à Yaoundé. Triple A, il y a même un 6e ou 7e cliché qui est très important. Vous oubliez que le président Kadhafi devait recevoir l'Union africaine. Il a voulu intimer l'ordre à tous les chefs d'État de ne pas y prendre part. On l'a assassiné à Mondovision sans qu'aucun de ces chefs d'État bouge son petit doigt. C'est toujours monsieur Outou à Foulane à Yaoundé qui vous donne d'ailleurs ce cliché. Hein? Albert Anatole ici ce matin. Bonjour Didier ce matin et bonjour le panel. Mon frère Steve, le thème de ce matin est très sensible. Quand on a le sentiment qu'on est africain, on peut se suicider. C'est regrettable, effroyable, dommage d'entendre ça d'un soi-disant président. Non, il est président de la République, pas d'un soi-disant. Les mots me manquent ce matin pour un thème aussi important comme celui-ci. Vous comprenez donc pourquoi nous disons que, en dehors de dénoncer, critiquer, crier, les actions ne peuvent pas porter. Pauvre population africaine, notre sort est-il scellé? Je dis non, la lutte va continuer, nous ne baissons pas les bras. J'ai toujours eu à le dire, notre victoire passera par la destitution de ces marionnettes à la tête de nos États. Mais lorsqu'on vous entend argumenter, on dirait que vous donnez l'impression de dissoudre la responsabilité. En tout cas, c'est Makita qui nous écrit depuis Douala. Ce n'est pas le sujet ce matin. Bonjour Steve, voilà où ils en sont maintenant, mais il faut continuer l'éducation. D'accord, il nous envoie une photo, ça aurait été extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais lire d'ailleurs ce qui est écrit sur une chaîne de télévision que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui, faut le dire comme ça, vous énerve souvent. Vous tous d'ailleurs, élection en Centrafrique, un scrutin qui entérine la perte d'influence de la France. Voilà ce qu'il déclare maintenant. Bon, ça a été titré. Vous avez compris. D'accord. C'est un synthé en tout cas. Ça peut aussi être un montage. Non, c'est pas un montage. Bonjour, c'est Amadou depuis la mosquée, un cordon rouge. Très belle analyse du président Badakani et de Bekima. Pardon, envoyez-moi la vidéo du débat d'hier sur l'uranium du Niger. Non, on ne pourra pas. Vous n'avez qu'à regarder sur Facebook, YouTube. Bonjour également à vous, la personne n'a pas laissé son nom. Bonjour, cela prendra fin quand les peuples africains prendront les armes. Comme le dit bien le docteur Bekima, on ne peut pas faire confiance à nos dirigeants puisqu'ils sont vraiment compromis. Vive l'Afrique et que le combat continue. C'est Hassan qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour Monsieur Ngos et à tout le panel. Je suis tombé sur un documentaire appelé The Family. C'est une organisation religieuse dirigée par Doug Kowe qui connecte plusieurs élites mondiales et qui organise des déjeuners présidentiels où se rencontrent justement toutes ces élites. Dans ce documentaire, il explique qu'ils ont l'habitude de se rendre dans les pays sans passer par les autorités douanières ou frontalières. On peut donc supposer que c'est de ça que le président Déby parle. Est-ce que le professeur Bekima est au courant de cette organisation de Doug Kowe? On va revenir dans un instant. Bonne journée à vous, c'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. Pour appuyer les propos du professeur Bekima, cette organisation dit que Jésus est venu pour les élites et non pour les pauvres. Et que parfois Dieu utilise les hommes imparfaits pour réaliser ses projets. Il faut également dire que projet parfait. Dans le documentaire, il apparaît d'ailleurs Oufoué, Boigny, Sani Abacha et Tessera. Ce qui est intéressant est que Kadhafi les avait chassés. Ça dit tout. D'ailleurs, nous dit ce téléspectateur, c'est justement Moto qui nous écrit depuis la Suisse. Je vais m'arrêter là un instant hein, et je vais me tourner vers vous. Vous êtes au moins au courant de ce que ce Doug Kowe du côté des États-Unis? Non. Pas du tout. Mais revenons justement sur ce sujet parce que vous voulez justement rajouter pas mal de choses pour étayer votre argumentaire ce matin. On a vu notre vidéo avec le président Idriss Déby. On est carrément coincé. On a l'impression aujourd'hui que l'Afrique ne va pas se réveiller. Pourtant, il est l'heure que nous prenions nos responsabilités, nous en tant qu'Africains, pour mettre justement à la tête de ces États. Même si nous savons pertinemment que ces derniers temps-ci, certains chefs d'État commencent à changer parce qu'à un moment donné, ils sont sous pression. Oui, et chaque fois que des chefs d'État changent un peu, oui, on les accompagne pour que le changement soit beaucoup plus grand. Oui. Parce que ça ne va pas se faire que par les chefs d'État, les populations doivent jouer. Participer également. Participer, oui. Avant de continuer, j'ai envie de dire un mot sur le très brillant exposé de Pépin Bikaï. Oui. C'est-à-dire, c'était très très brillant. Et il y a une partie qui m'a marqué quand il a dit les démocraties occidentales font de la rotation et qu'ils viennent nous imposer une friperie en Afrique. C'est-à-dire, pour vous paraphraser, hein. C'est-à-dire, pour moi, ça c'est toujours... Est-ce que c'est vraiment la rotation? J'ai besoin de me poser la question. Au-delà, vous voyez, c'est que... Et
vous avez dit à juste titre qu'on ne sait pas sur la réalité des vérités, c'est-à-dire que toute vérité par rapport à une réalité. Vous voyez que c'est par rapport à la réalité qu'on nous a fabriquée que nous pensons qu'eux ont des démocraties et nous n'en avons pas. Il n'y a pas de démocratie ni chez eux, ni chez nous. Voilà. Ça, il fallait apporter cette précision. Voilà. Sous cet angle-là, on peut expliquer les éléments de profondeur. Voilà. Parce que, on le dit depuis 10 oui, une fois qu'on va comprendre bien les modes opératoires, il sera très très facile de combattre ces gens. Vous ne combattez pas quelqu'un si vous ne maîtrisez pas ses stratégies, les tactiques qu'il met en place et autres. Oui. Et pour continuer dans mon propos, je vais utiliser quelque chose très cher au professeur Gomez et j'aurai un mot à lui dire. C'est qu'il aime le principe de la causalité historique. Il veut le contextualiser. Mais j'ai un mot à lui dire, avec tout le respect qu'on a pour lui et tout le travail qu'il a fait, j'aimerais qu'il arrête un peu ses attaques contre le président Badakani, parce que cela divise le mouvement panafricaniste. Oui. On n'a pas besoin de ce genre, il ne s'en l'honore pas. Il a beaucoup œuvré, j'ai beaucoup de respect pour lui et d'admiration. Il faudrait qu'il comprenne que ce genre d'attitudes doivent s'arrêter et que ça s'arrête assez rapidement. Donc, dans le principe de la causalité historique qui a été créé par les penseurs juifs, c'est-à-dire pour essayer d'établir responsabilité au temps des nazis, ils ont mis au sommet de la responsabilité les concepteurs du projet. Donc, quand on parle du monde, il faut savoir quels sont ceux qui conçoivent ces idées. Que vous allez voir, la France va reprendre à son propre compte pour appliquer à l'Afrique. Vous avez le groupe de Bilderberg, vous avez les sommets de Davos, vous avez la commission trilatérale. Oui. Donc, ils mettent en place des agences de recrutement, comme ce que vous avez vu, Macron a voulu faire, où il cherche maintenant les jeunes leaders africains pour le renouvellement de la classe politique. Qu'on va conditionner. Vous avez vu, Obama a créé ce qu'on a appelé les Young Leaders. Donc voilà le mode opératoire. On va les faire passer par des moules pour que plus tard, ils réussissent à maintenir le système en place. Vous avez des ONG. Vous savez qu'elles seront financées pour créer, pour tenir, comment dire, en place les chefs d'État. S'ils veulent bouger, vous voyez que les ONG commencent à réagir très rapidement pour essayer de les maintenir dans le statu quo. Donc maintenant, cela étant dit, on sait donc quels sont ceux qu'on doit attaquer déjà en premier. C'est-à-dire, l'erreur qu'on veut en général commettre, c'est de concentrer l'effort dans la destruction des gens qui sont remplaçables. C'est-à-dire, on dit c'est le chef d'État. Vous avez vu que c'est toujours très naturel. Une fois qu'ils commencent à avoir des problèmes, ils vont chercher des vilains. On concentre toute l'énergie sur les vilains alors qu'il y a des actions qui se passent derrière. Voilà. Et vous allez voir ce qui est là sur la plupart, c'est un chef d'État qui viennent de ces avenues. On commence à les voir. C'est-à-dire, vous voyez que Ouattara, qu'on aime bien critiquer, il sort des moules de quoi? Du FMI. Il y a beaucoup qui sont dans la pipe, comme on dit. Eux, on commence déjà à anticiper. Vous allez voir, d'autres formes vont sortir. Et Tidjane Thiam, qui a été détruit par le président Badakani, vous voyez comment ils essayent de danser autour de lui, par celui qui était préparé pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et il n'est pas étonnant que vous le retrouvez dans l'organisation de Madame de Rothschild en rapport avec le Vatican. C'est toujours ce genre de bonhomme. Donc on doit être très attentif par rapport à ça. Oui. C'est-à-dire voir quels sont les Africains qui sont dans ces canaux-là. Et identifier donc que c'est eux que l'on est en train de préparer pour nous maintenir dans la vassalité. Détruire sur place toutes les organisations que ces gens ont mis en place pour perpétuer l'idée et concentrer les énergies vers des gens qui les arrangent à détruire. C'est-à-dire, il y a un problème, on va vous dire, c'est votre chef d'État. Vous savez que même quand on a accusé Sarkozy et on en parle, comme on avait interrogé dessus, j'ai dit que je ne m'occupe pas de Sarkozy. Que c'était une campagne de flatterie, où on sait que les Africains détestent Sarkozy. Il y a une histoire contre lui, on fait semblant de le condamner. Vous êtes tous très très contents, alors qu'on est en train de vouloir faire passer quelque chose d'autre. Que la personne Sarkozy ne m'intéresse pas. L'individu ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il a commis ses forfaits en tant que président de la France. La République française. Donc, c'est la présidence qui a un problème. Il le dit lui-même. Oui, ce n'est pas l'individu en tant que Sarkozy. Donc, voilà les petits éléments. Et donc, quand on dit vassalité, oui,
on doit maîtriser le processus de vassalisation et faire en sorte qu'on protège nos pays contre ce genre de personnes. Et aider tous ceux qui essayent de nous sortir de ce moule doivent être accompagnés. Et on doit comprendre qu'en fait, personne ne peut nous libérer à notre place. C'est le peuple qui se libère. Ce n'est pas un individu qui libère le peuple en tant que prophète. Il accompagne la volonté du peuple. Et je finis avec le propos de Gamal Abdel Nasser, c'est lui qui l'avait dit une fois. Il était avec quelqu'un, le visitait, il passe dans les rues et c'est de la folie. Le gars lui dit, mais monsieur Gamal Abdel Nasser, le peuple vous célèbre. Vous êtes très populaire, il dit non, qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Le peuple ne célèbre jamais un individu. Le peuple se célèbre toujours à travers des individus. Oui. Que si vous perdez ça de vue, vous allez devenir impopulaire. Voilà. Merci beaucoup, professeur Bekima, pour ces éclaircies. Président Badakani, après avoir écouté justement le docteur Bekima, on a donc l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas réellement de démocratie chez eux, mais ils veulent nous faire croire qu'également ici, nous n'avons pas la démocratie, nous ne connaissons rien de la démocratie, nous sommes des dictateurs. Autre chose également, président Badakani, à un moment donné, lorsque vous devenez têtu à l'encontre de la France, eh bien, en ce moment-là, vous devenez son ennemi dès lors où vous commencez à aimer vos populations. Depuis 10 ans, nous avons mené un combat au niveau idéologique, pour aller comme ça, pour démontrer que l'Occident n'a jamais été une démocratie. Quand je dis l'Occident, je dis les pays occidentaux. Sauf si on considère le paradigme démocratique entre guillemets occidental comme étant le paradigme suprême. Il faut bien que nos utilisateurs le sachent. Et idéal comme démocratie. Et alors, on justifie donc par là le fait qu'ils deviennent des civilisateurs universels. À partir du moment où on admet ça, on est cohérent quand on appelle ça démocratie. Parce que à partir du moment où dans votre tête vous êtes colonisé mentalement, les gens peuvent détruire des nations, faire ce qu'ils veulent. Vous allez continuer à dire qu'ils sont des démocraties. Comme puisqu'aujourd'hui, détruire la Libye, voilà, tout à, on va continuer. Arrêter un président Mondovision en Côte d'Ivoire, c'est ça la démocratie. Nous avons démontré ça, et les faits corroborent nos analyses. Au départ, je peux le dire, il est clos. Le dernier événement qui démontre ça, c'est le Covid. Ils appellent ça la Covid ou le Covid, on s'en fout. Donc, voilà, on voit très bien ce qui se passe là-bas. Et maintenant, alors, l'événement majeur, c'est l'élection des États-Unis, où des pourritures prétendent avoir gagné une élection. Ils ont fait la fraude la plus universelle que jamais eu dans l'histoire, la fraude cosmique. Ils ont même fraudé au ciel, exposant à la face du monde le pourrissement de la démocratie américaine qui a commencé depuis très longtemps. Et elle n'a jamais été une démocratie. Moi, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas être une démocratie. Ce que vous interdisez chez vous, vous allez faire ça ailleurs. Il n'y a qu'en Afrique où on croit que c'est possible, des choses comme ça. Bon, maintenant, tout ce qu'ils ont fait ailleurs retourne à leur figure comme un torrent et on voit la laideur, la putréfaction de la société américaine. Si le pays phare de l'Occident est dans un tel état que certains Africains découvrent, mais que des gens du Sud connaissent depuis très longtemps, n'est-ce pas? Si on voit ça aujourd'hui, c'est la preuve qu'il n'y a jamais de démocratie dans ces pays-là. Donc c'est clair, et c'est valable, c'est depuis leur berceau historique, la Grèce, Rome, il n'y a jamais de démocratie là-bas. C'était des terres d'esclavagisme les plus absolus, n'est-ce pas, où la condition de la liberté était d'esclavager votre prochain. Donc à partir de là, le débat il est clos. Monsieur Ngos, vous avez convoqué le rôle de civilisateur démocratique universel qu'ils ont endossé. Et il faut dire que ça participe puissamment de la vassalisation de nos dirigeants, de nos sociétés. Parce que moi, ça m'amuse souvent les Africains qui aiment battre les chefs d'État. Ils me font rire. Mais il faut le dire, ça va les choquer. Si vous avez un chef d'État qui est vassalisé, quand vous ne le voulez pas, vous-même vous l'êtes. Totalement et entièrement. Peu importe ce que vous pensez. Si votre président est vassalisé, vous-même vous l'êtes. Et la réflexion est donc de savoir, si vous continuez à pointer le doigt à votre président, demandez-vous pourquoi vous-même vous êtes en situation de vassalisation. Vous ne pouvez pas. On est dans une technique géopolitique, et ça c'est un niveau élevé de géopolitique, j'allais dire la géospiritualité, où les Illuminatis, ces gens-là, ont inventé ce qu'ils appellent l'assassinat du roi. L'assassinat du roi, ça veut dire quoi? Ils ont expérimenté ça en Russie avec les Romanov et ailleurs. Ça veut dire que quand on veut détruire une société, quand on veut la posséder,
quand on veut la posséder de manière démoniaque, hein, Oui. quand on veut la prendre, c'est-à-dire pour qu'elle ne s'en sorte plus jamais, on organise l'assassinat du roi. Ça déstabilise totalement la société et on fait ce qu'on veut. Ils appellent ça aujourd'hui géopolitique du chaos. Exactement. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, prenons le cas de Mobutu. Mobutu a été présenté comme le personnage absolument négatif de l'histoire de l'Afrique. On a dit que le juif va mourir, les problèmes de la RDC seront réglés. Moi j'aime rappeler ça. Ça fait plus de 20 ans que Mobutu est parti. Plus de 20 ans. Alors nous parlons, il y a beaucoup d'Aérois qui commencent à regretter Mobutu. Si vous faites un sondage en RDC, vous avez plein de nostalgie de Mobutu. Ils continuent à dire que leur pays s'appelle Zaïre. Parce que Zaïre, ça leur rappelle les temps, disait-il, glorieux de leur pays. C'est Mobutu. Or, on nous a présenté Mobutu comme étant le mal absolu, que dès qu'il va partir, le problème est réglé. Or, la décapitation de Mobutu a permis aux Américains, avec leurs pions rwandais et ougandais, de déstabiliser la RDC, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'en sort pas. Et on voit comment ça se renouvelle avec la déstabilisation de l'accord Tshisekedi-Kabila. Où M. Tshisekedi accepte de jouer le fanfaron, mais ça surprend qui? Et de repositionner les États-Unis dans la région des Grands Lacs. Tshisekedi, ça surprend personne. Son père était comme ça. Nous, on n'a jamais voulu dire que tel père, tel fils. Mais nous constatons qu'avec M. Tshisekedi, on peut dire tel père, tel fils. Son père avait dit carrément qu'il a dit aux Blancs qu'elles ont arrêté Lumumba, qu'on vous envoie le crapaud. On vous envoie. Il a appelé Lumumba. Crapaud. Le grand Lumumba. Tshisekedi père l'a appelé crapaud. Pour vous dire à quel niveau, déjà à l'époque, Tshisekedi père haïssait Lumumba. Pourquoi il le haïssait? Parce que Lumumba incarnait la libération du pays. Or, cette libération devait se faire au détriment des intérêts de M. Tshisekedi et ses parents. Donc, il haïssait. Ça veut dire que si on attrape le gars, il faut le manger cru, comme le blanc ont fait en découpant son corps à l'acide. Donc, monsieur Ngo, ce sont des faits que nous démontrons là. Il faut faire attention. Les gens pensent qu'on dit que oui, dictateur, on ne sait pas d'où il sort. Mais qui viendra régler ça? Qui viendra régler ce problème-là? Si vous comptez sur les blancs pour régler, mais vous êtes pire. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas un esclave, il faut trouver un autre mot pour vous. Parce qu'un esclave encore peut se libérer. Vous êtes pire que l'esclave. Les gens qui pensent que la solution peut se trouver un jour en unité avec l'Occident, que les Occidentaux peuvent aider un jour à changer de pays. Mais ça rend dingue, ça rend fou. Jamais c'est possible, monsieur Ngo. Jamais. Puisque l'Occident, c'est le problème. C'est le problème. Pour qu'un problème devienne une solution, il faut des procédures expertes et maîtrisées pour transformer un problème en solution. Mais quand on voit le cas africain, mais ce n'est même pas possible. Hein, parce qu'il s'agit d'une question de maître esclave, de suivi. Si l'esclave s'émancipe, le maître aura faim. Toujours. Il va mourir de faim. Donc le maître ne laissera jamais l'esclave, dans le cas africain, être libre. Il faut résoudre ce problème. Alors quand j'ai dit ça, prenons des cas concrets de vassalisation et d'humiliation, pour que les gens le comprennent bien. Monsieur Gauss, Kadhafi, on l'a arrêté. Monsieur, plus que 15 minutes, vous sortez de cette édition. On l'a arrêté. Déjà. On l'a attrapé, on aurait pu le garder. Mais il fallait qu'on l'humilie en le tuant sauvagement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Il fallait liquider sa famille. Écoutez bien. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui on pourchasse son fils, Islam Kadhafi. Il est pourchassé à cause de son patronyme. Hein. Monsieur Goff, vous parlez d'humiliation. Mais pourquoi on fait ça? On veut frapper la tête des populations. Et d'autres pour dire, n'essayez pas. Gbagbo, qui a été plus humilié que cet homme? Après, on dit qu'il est innocent. Hein. Tout ça pour dire après qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. Pourquoi? À cause du patriotisme. À cause de l'amour de son pays. Yaya Jammeh, les Lumumba, Sankara, les Modibo Keïta, Oumniobe, Wandé, Moumié, le François Tolbabaye, écrasé dans son palais. Sylvanus Olympio, au sein d'Afrique. Boganda. Sékou Touré, Boganda. Bokassa c'est grave. On a dit qu'il mangeait la chair humaine. Regardez, mais ça c'est même mais regardez ces vidéos. Mais on a arraché ses biens. Le voyou de Giscard, ce salopard de la pile, cette vermine, il a arraché les biens. La rançon de l'amitié de Bokassa à son égard, c'était qu'il prenne ses biens, mais qu'il lui prenne sa femme et lui fasse un enfant. Pourquoi, M. Goff? L'humilier. Il faut humilier Bokassa. Giscard d'Estaing ne comprenait pas qu'un noir, autant à l'époque, un château en France. Or, lui, Giscard d'Estaing, ils ont acheté un nom de noble en France, mais c'était des misérables. Donc, pour que la noblesse qu'ils ont achetée par l'argent devienne vraie, il fallait arracher les biens de Bokassa, mais l'humilier en prenant sa femme, lui montrer qu'il n'est rien du tout.
faut bien comprendre. Ce sont des chefs d'État. Catherine. Oui, vas-y, Catherine. Donc, vous voyez comment, à travers cette humiliation, et j'aimerais là-dessus, on satanise les sociétés. L'humiliation et la vassalisation est inséparable de la satanisation. C'est quoi sataniser une société? C'est rendre tout le pays mauvais. C'est transformer les gens qui deviennent tous mauvais. Dans le pays, personne n'est capable de s'attacher à faire du bien. C'est-à-dire la possibilité de se consacrer à faire le bien social, à faire le bien politique, est impossible dans une seule société. On généralise le mal. La vassalisation et l'humiliation conduit à ça. Ça conduit à ça. C'est-à-dire qu'on généralise l'impossibilité de la société de faire le bien. Les gens sont mauvais. Nous sommes pas en train justement d'arriver à cela justement. On n'est pas en train d'arriver, on y est. Voilà. On y est déjà. Vous prenez tout à l'heure, vous avez fait mention le Cameroun pour travailler au Cameroun. Dans la plupart des cas, autour du Cameroun. Vous avez expliqué quelles conditions. L'homosexualité, la formation, la Rose-Croix, voilà, les sectes pernicieuses. On généralise la débauche dans le pays. Tout ce qui est mauvais, on fait la promotion. Pourquoi? Ce sont des formes suprêmes d'humiliation, de traumatisation de la société. En fait, on vous compromet tous. Tout à l'heure, comme Bekima disait, c'est la compromission généralisée. Une pareille société ne peut plus faire la révolution. Et ceux qui font ça, ils sont les illuminatistes. C'est une technique géopolitique bien élaborée, qu'on vend, qu'on met en œuvre. Ça n'a rien à voir avec celui qui est président aujourd'hui. Rien à voir. Moi, je pense tellement que qui dit qu'il a été honnête, que si je deviens président, je ferai pire. Peut-être même pire. J'ai salué sa grandeur intellectuelle, son honnêteté. Donc, tous les politiciens qui vendent la terre aux Africains, là, ils racontent des histoires. Les problèmes sont très profonds. Il est question d'être capable de démanteler une infrastructure criminelle de niveau mondial qui satanise le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Qui nous rend tous mauvais. C'est-à-dire qui font de nous, qui enlève la fibre divine qui est en nous et fait de nous des petits monstres. Tu ne peux être, tu peux grandir, tu peux prospérer qu'en étant un monstre. Tout ça est inséparable de la vassalisation. Vassalisation. Je termine avec la question des présidents qui investissent dans la métropole. Ça, c'est l'argument qu'on sort toujours. Que, bon, ils sont mauvais parce qu'ils achètent les immeubles, c'est qu'on sort. Ok. Soyons clairs. Moi, Malakani, si j'ai des fonctions, je ne le ferai pas. Mais il ne faut pas s'en vanter, c'est trop facile. Ce n'est pas le même contexte. À l'époque, là, jusqu'à maintenant encore, dans ce milieu-là, la condition d'y entrer, il vous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu la compromission, mais vous devez être corrompu. La corruption est la condition de base. Le système que la France a mis en Afrique est basé sur la corruption. Vous devez être corrompu. Et le système organisé de manière à ce qu'il n'est pas possible pour vous de ne pas voir... C'est écrit dans la charte de l'impérialisme, hein, ne vous inquiétez surtout pas. Vous ne pouvez pas avoir des biens à l'étranger. La preuve. Lorsque vous volez, vous devez ramener les biens de l'autre côté. Voilà, c'est le principe même, ça fonctionne comme ça. La preuve. Les présidents qui ont essayé d'être différents, on a réservé qu'un sort. On les a tués. Que M. Makitaki nous interpelle pour dire que nous on dissout la responsabilité des chefs d'État. Il ne faut pas faire seulement des discours rhétoriques. Il ne faut pas seulement dire des choses pour plaire à une autre. Il faut analyser profondément comment tu fais dans un contexte capitaliste, périphérique, criminel, où le vol et la corruption est le principe de base. C'est le principe de base. C'est-à-dire que pour que tu vives là, c'est la preuve. Monsieur Goss, est-ce que nous tous au Cameroun sommes par exemple le Cameroun? Est-ce que nous ne sommes pas tous corrompus? Est-ce que chacun de nous a son petit niveau? Il n'est pas obligé de trafiquer pour vivre. Mais parce que c'est comme ça, on a gâté le pays, on a gâté le système français, ça gâte tout. Ça gâte tout. Merci. Pour exister, fonctionner, il faut tricher ici, il faut tricher par là. Mais est-ce que pour ça, on va dire que vous êtes un tricheur? Non, du tout. Ça ne dépend pas de vous. Si c'est vrai pour vous, c'est aussi vrai pour nos présidents. Sans encourager, sans dire que c'est la norme. Parce que nous, dans des contextes différents d'aujourd'hui, on ne fera pas ça. Et même certains présidents ont arrêté de faire même ça. Beaucoup de présidents ont arrêté de faire ça. Donc, le contexte, n'est-ce pas, influence et fabrique les mentalités. On ne va pas également oublier. Les accords coloniaux, dans leur philosophie impériale post-indépendance africaine, donnaient le monopole de plusieurs richesses du sol et du sous-sol africain à la France. Ces accords interdisaient depuis 75 ans, à plusieurs pays africains de transformer leurs matières premières, de diversifier leurs partenaires commerciaux. Aujourd'hui c'est terminé. L'Afrique est désormais libre. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.